Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Viva Culture. Alors aujourd'hui, c'est l'instant poésie. Mathieu Amance nous parle de Caroline Stella, qui est dramaturge, poétesse, directrice artistique de la compagnie Grischkor. Et Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, présente le roman de Yoko Ogawa, La petite maison hexagonale. Quant à moi, je vous propose une petite revue de presse et un agenda. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie Par Mathieu Amance. L'instant poésie d'aujourd'hui est consacré à Caroline Stella, dramaturge, poétesse et directrice artistique de la compagnie de théâtre Grischkor. J'ai fait la rencontre de Caroline dans le cadre de la saison 3 du projet Nos Reconstructions. Nos Reconstructions est un projet qui fut porté par les comédiennes, autrices et metteurs en scène havraises Clémence Veil et Laetitia Bottella. Et il a sonné à mes oreilles d'une manière juste et évidente. Il s'agissait d'un processus de création participative destiné à interroger collectivement les reconstructions, qu'elles soient personnelles, familiales, écologiques, sociales ou artistiques. Le collectif invitait ainsi à réfléchir en commun et à voix haute sur la façon de reconstruire les êtres et donc le monde in fine, ce qui passe bien souvent par se déconstruire soi-même au préalable. J'ai ainsi participé à un week-end le 10 et 11 décembre 2023 avec Caroline. Nous avons été appelés à écrire collectivement à partir des traces d'un curieux mouvement littéraire et politique nommé le REC. Une soirée publique issue de ce travail créatif collectif a ensuite été proposée au Hangar Zéro le 16 février 2024. On retrouve aussi Caroline dans un petit recueil collectif à prix libre édité par le collectif Nos Reconstructions qui s'intitule « Une prophétie ». Et je ne résiste pas à vous lire un extrait qui est une sorte de refrain qui revient régulièrement. Pieds et muscles dépliés, un grand sac à dos plein de poches, avec dedans le sac, la photo de toi. Quitter la mare d'où l'on vient, gravir la montagne rouge, sentir nos corps chauds pour toujours et à jamais. Nous serons plus hautes que les villes, pour toujours et à jamais. Il y aura de la lumière, beaucoup de lumière. J'ai ensuite pu retrouver Caroline Stella, toujours dans un cadre collectif, au pied du volcan, lors du rassemblement d'artistes du 23 juin 2024, organisé pour combattre la montée de l'extrême droite, avec une lecture du texte Désordre de Mariette Navarro, avec une équipe composée de comédiennes et de metteuses en scène, notamment Clémence Veil et Laetitia Bottella étaient à nouveau là aux côtés de Caroline Stella, mais on peut citer également Lara Mrou ou Victoire Jolivet, une très belle initiative militante et artistique. Je vous propose maintenant d'écouter un poème extrait du recueil Plus belle ruine de France, à paraître aux éditions du Carnet des desserts de lune. Partenaire, avec laquelle on s'associe pour un projet, un jeu, par extension un rapport sexuel. Tu passes me prendre en trottinette, on prend de la vitesse, on se peinte dans des bars à cocktails. Je grimpe à la gouttière, on glisse dans ta cabane, on dîne dans la baignoire, on baise à la chandelle. Tu dis, mon ex dort dans la chambre du fond. Mais c'est accessoire. Tu me photographies, assise debout, sous toutes les coutures. Tu dis, est-ce que tu peux mettre le bras comme ça et t'accrocher au radiateur, les yeux vers moi? Voilà, t'es belle, t'es belle.
Je n'ose pas te dire que je suis banale. Ça a l'air important pour toi que je sois belle. Pour trouver partenaire, il faut se balader avec des étiquettes jusqu'à l'ultime des marques avant liquidation. Tu fais du tri dans l'historique. Tu glisses le doigt sur le téléphone pour me montrer elle, et de tes anciennes qui se comptent au pluriel, tu dis toujours « elle était folle ». Nicole, elle était folle. Zoé, elle était folle. Tu dis « t'es belle jusqu'au cortex ». Isabelle, elle était folle. Récite-moi un poème, plus haut la main sur le radiateur. Tu dis « tu as le poignet fin, regarde. J'en fais le tour avec une main. Foutons le camp, loin, équipé sauvage dans le Val de Vire. Beauté du moment qui fait fuiter les larmes et le radiateur. Pour trouver partenaire, il faut soigner la croche. Le paysage, c'est une première fois, mais c'est déjà notre endroit à nous. La bourriche, le vin, le beurre sur le balustre et penche le corps. 180 degrés de beauté. Tu dis, ne bouge plus, c'est sublime, le paysage. Le sténopé, après on mangera des huîtres. Le sténopé, le piège à con. La mise en scène. Le temps de pause, les bras qui tremblent. Tu dis, essaie de ne pas bouger. Le verre sur la pierre n'a pas bougé et regarde comme il est net. Je ne suis pas d'une nature morte. Tu dis, après on mangera des huîtres et on baisera dans les restes du pique-nique. La mise en scène. Le sexe mal fait. Expédié. Avec la région, avec le garçon, lune de miel, les yeux brillent, alors on accepte que le sexe soit médiocre. J'aurais pu me plaindre au ministère des chattes et dire qu'il y a des mamies qui lavent méticuleusement les dents de leurs chiens. Mais après ça égale les huîtres, le sexe sur le balustre, tout ça, tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. Et à nouveau 180 degrés de beauté. Et à nouveau le corps qui penche. Shabadabada, shabadabada, on connaît. Plus belle ruine de France, dont on vient d'écouter un extrait, c'est d'abord un concert concept de poésie musicale à écouter à partir de 14 ans, qui a été créé par Caroline Stella et le musicien Grandvillais Nicolas Cloche. Plus belle ruine de France retrace sous fond de road movie, au son d'une guitare et d'un clavier 80s, la vie bouleversée d'une femme perdue entre la peur d'être radiée du monde et la fureur de vivre. Ce trip est aussi l'occasion pour elle de buter d'une seule balle les amours bancales et de retrouver le chemin de ses propres aspirations. Les deux artistes formant un duo ont d'abord été en résidence de création artistique à la Factory, la maison de la poésie normande, et ont donné une première restitution de cette création le 23 novembre 2023. Puis de nouveau, je les ai retrouvés le 3 septembre 2025 au Fort, dans les locaux havrais de la compagnie Acté. Entre-temps, des extraits de Plus belle ruine de France avaient également été joués à la Baraque à Rouen le 20 septembre 2024. Plus belle ruine de France sera programmée à la bibliothèque Niemeyer le dimanche 8 mars après-midi dans le cadre du festival La Criée des Poètes. Tout récemment, Caroline Stella a également publié la pièce de théâtre Soupe de langue aux éditions Espace 34 et elle en a fait bel acte de bravoure, une lecture à voix haute de l'intégralité du texte le 28 novembre 2025 à la Petite Librairie pour fêter la sortie du livre. Le temps premier. Celui où tout commence, celui où tout se joue. C'est ce qu'on croit. Celui où chaque fragment de nature, animal ou végétal, se gorge de vie, de sève, d'eau dans les nappes profondes. Un éveil soudain. On n'a rien vu venir et un jour, nous, humains et humaines, on est traversés par le printemps. C'est grisant.
découvrir des territoires, notre corps, d'autres corps, géographiques et sensuels. Mais le printemps n'a rien de doux. On est à 2 doigts d'éclater. Je répète, le printemps n'a rien de doux. C'était un retour de fête, un lendemain de fête, une fête perpétuelle dont nous prolongions les effets jusqu'à la prochaine fête. Nous ne voulions plus croire en la mort, sauf celle de Jim Morrison érigée en saint. Il y avait 2 clans, ceux invités aux fêtes et ceux qui en entendaient parler la bave aux lèvres tous les lundis matins. Joyeusement, nous prolongions les effets de la fête, donc. Et elle est arrivée pour tout gâcher. Je veux voler, filer dans les bois, dans un corps qui n'est pas celui-là. Il m'a violée. Lui, Fabrice Berger, tenu la nuque au-dessus d'un buisson, pour m'aider à vomir la chevalerie, avant de me pousser dans le buisson et de me violer. Violer ? Impossible. Trouble faite, ma sœur. Et toujours cette manie d'en rajouter pour être sous les spotlights. Il était bien plus facile de ne pas l'entendre. Hein. J'aurais dû crier. Mais crier, c'est pas sorti. Jusqu'à ce que ça arrive, je ne pensais pas que ça allait arriver. Même pendant, j'étais surprise. Une flaque, une fille flaque, c'est quand même un signe, non ? Ça veut pas dire oui ? Non ? Ça veut pas dire non non plus, si ? Je ne sais plus. Je me disais plus vite ce sera fait, douche et dentifrice le matin, douche, bouche, frotte, frotte, brosse. Mais quand même, une pute ? Je veux voler, filer dans les bois. C'est par où, dites-moi, c'est par là. Jusqu'à devenir petite. Je sais que bientôt c'est la date anniversaire, bien qu'il n'y ait rien à fêter et que tous les ans il n'y a rien à faire. À l'heure où la vie reprend, la période correspond au premier signe du rut et aux bourgeons humides. Moi je replonge dans la mélancolie et la terreur. Je ne replonge pas, je rectifie, ça ressurgit comme un poltergeist de ce trou que j'ai creusé dans ma forêt de cauchemars. Et les bras branches remontent jusqu'à l'entrejambe. Je voudrais la recontacter, rejouer Philomèle et Procné, copains d'avant, juste lui dire qu'à présent je la crois. Trop tard. Souviens-toi, quand j'ai voulu parler, on m'arracha la langue. On a beau être l'héroïne d'un mythe, on n'en demeure pas moins sidéré. Je veux voler, filer dans les bois, dans un corps qui n'est pas celui-là. Ne plus rien clamer par la bouche, vous dites, mes mots ne sont pas vérité. Ne rien avaler par la bouche habite, ma bouche salie, ma langue coupée. Je veux voler, filer dans les bois, vous dites, c'est par où, dites-moi, c'est par là. Ne rien avaler jusqu'à devenir petite, ma bouche salie, ma langue coupée. Petite et me faire oublier. Je veux voler, filer dans les bois, c'est par où, dites-moi, c'est par là. Jusqu'à devenir petite et me faire oublier. Soupe de langue, autre nom du French Kiss, raconte dans un lycée d'une petite ville de banlieue calme et boisée l'histoire d'une artiste qui est invitée en résidence. Son projet, écrire sur le désir à l'adolescence. Plongée en immersion, elle espère établir une véritable relation de confiance avec les élèves, tandis que les jeunes évoquent leur rapport à l'intimité, à la sexualité, au torrent nouveau qui les traverse. Une violence à caractère sexuel a lieu dans l'établissement. Caroline Stella, passée par le cours Florent, a intégré le collectif L'Antre du Monstre. Sur le plan de la littérature et des publications, Caroline Stella a plusieurs recueils à son actif. On peut citer Poussière, aux éditions Espace 34, Shahara, Pourquoi pas la Lune, toujours aux éditions Espace 34, Louise a le choix, toujours aux éditions Espace 34, et Meute, une légende, aux éditions Lanceman. J'espère que cette rubrique L'Instant Poésie vous aura donné envie de découvrir par la lecture
ou en allant écouter ses pièces, les œuvres de Caroline Stella, qui manie la langue avec beaucoup de dextérité. « 10 minutes chroniques », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Le premier ouvrage traduit du japonais en français de Yoko Ogawa a été édité en 1995 aux éditions Actes Sud. Yoko Ogawa est née au Japon en 1962. En 1988, elle reçoit le prix Cayenne pour son premier roman, La désagrégation du papillon. Depuis, c'est plus d'une cinquantaine de titres qu'un lecteur séduit a pu découvrir. Celui dont je vous propose aujourd'hui quelques extraits a pour titre La petite pièce hexagonale. Paru en 1991 à Tokyo et en 2004 aux éditions Actes Sud. Le récit de Yoko Ogawa nous introduit dans un monde banal, sans relief, qui prend au fur et à mesure de son déroulement la couleur très particulière d'un sentiment d'étrangeté, sans être tout à fait l'étrange. Yoko Ogawa a ce talent d'entraîner le lecteur à la suite de son personnage, quasiment toujours une femme, ici dans un monologue sans effet qui induit l'impression que dans l'ordinaire couvent des possibilités inexplicables. Dans un texte intitulé La forêt des mots, Yoko Ogawa a déclaré en 2001 « Parmi les personnages que j'ai décrits jusqu'à présent, il n'existe pratiquement pas de modèle. À partir de la première phrase et jusqu'à ce que l'univers fictionnel se mette en place, ils flottent en moi comme des existences sans nom ni contour. Je ne peux pas m'expliquer d'où ils viennent. » La narratrice de La petite pièce hexagonale, en une centaine de pages, raconte un épisode de sa vie, de quelques mois, quelques semaines, on ne sait, qui va en dérouter le fil. On saura avant comment elle s'est séparée définitivement de son fiancé Michio après un incident stupide, alors qu'il continue d'espérer. On saura qu'elle ressent encore envers lui une aversion qui s'accompagne d'un sentiment trouble. « Je n'avais pas l'habitude et je ne savais pas comment traiter la haine », dit-elle. On sait aussi qu'elle souffre du dos, de crises de douleur terribles qui l'ont menée à fréquenter la piscine d'une salle de sport. Voici la première page de ce récit. J'ai beau y réfléchir, je me demande encore par quel miracle je me suis aperçue de son existence. Elle était assise sur le canapé du vestiaire. Son apparence n'était pas particulièrement remarquable. Elle ne parlait pas d'une voix forte, au point de lasser tout le monde, et ne ressemblait à personne que j'aurais pu connaître. Elle était simplement assise là, silencieuse, tête baissée. Je me demande ce qui m'a pris. Parfois, il me vient un instant comme une crise de curiosité extrême, mais en général, je ne vais pas plus loin. C'était un samedi. Ceux qui avaient terminé l'entraînement du matin, ajoutés à ceux qui arrivaient pour l'après-midi, encombraient le vestiaire. L'endroit était saturé d'un mélange de brouhaha, de vapeur et de ronronnement des séchoirs. J'avais roulé en boule mon maillot mouillé, enveloppé dans ma serviette. Je le fourrais maintenant dans mon sac. J'étais très pressée, parce que j'avais rendez-vous avec mon ami pour déjeuner. La narratrice s'intéresse, sans vraiment savoir pourquoi, à cette femme modeste, et au risque d'arriver très en retard à son rendez-vous, s'assoit à ses côtés, dans le vestiaire de la piscine. Elle lui pose des questions sur sa présence ici, sur la vieille dame qu'elle accompagne, sur l'endroit où elle habite. Ce brusque intérêt est spontané et inexplicable. Les questions se déversaient continuellement de ma bouche. En réalité, peut-être n'avais-je pas très envie de connaître les réponses, mais voulais-je seulement rester près d'elle, le plus longtemps possible, afin d'essayer de sentir la réalité de ce qui troublait ma conscience. La narratrice elle-même est étonnée de ressentir cette curiosité subite pour cette femme. « Que se passait-il avec moi ?» se demande-t-elle.
Plus tard, par hasard, elle la croise à nouveau dans un supermarché. Au lieu de l'aborder pour la saluer, elle se contente de l'observer, toujours accompagnée de la vieille dame. Je fis attention à ne pas les perdre de vue, même pendant qu'elles attendaient à la caisse. Mon rythme était troublé. Je n'avais pratiquement pas pu faire mes propres courses, mais cela m'importait peu. J'étais trop préoccupée par elles deux. Je voulais observer discrètement où et de quelle manière Midori allait quitter la vieille dame et dans quel endroit elle entrerait ensuite. Quand elles sortent du magasin, la narratrice les suit, dans un mouvement irrésistible, irréfléchi. J'étais tendue, car c'était la première fois de ma vie que je suivais quelqu'un. Le soleil s'était couché et il faisait noir. S'amorce alors un cheminement vers l'inconnu, où s'introduit une atmosphère à la fois mystérieuse et poétique, comme n'importe qui a pu un jour la ressentir dans un endroit inconnu, dans l'expectative de ce qui allait se passer. Sauf qu'ici, l'écriture, la lecture, nous entraîne à penser aux contes, dans lesquels une sorte de rituel de passage vers l'irréel va entraîner le personnage dans un autre monde. Or, après avoir traversé le parc, elles abordent un sentier, puis un bois, et brusquement, elles arrivent là où, dans les contes, apparaît un château. Combien de temps avons-nous marché à travers bois ? J'ai l'impression qu'il s'était écoulé beaucoup de temps, mais je me dis que c'était l'obscurité qui provoquait cette illusion. Soudain cela s'ouvrit devant mes yeux. L'espace était vaste. Des barres de 3 étages en béton étaient alignées, séparées par des passages asphaltés, où il y avait çà et là des parkings à bicyclettes, des panneaux d'affichage ou des massifs fleuris. Tout baignait dans la douce lumière des réverbères. Je faillis pousser un cri que je réprimai précipitamment. Elles arrivent ainsi devant un bâtiment délabré qui se révélera être le bureau désaffecté du gardiennage de la cité. À la suite des 2 femmes, la narratrice y pénètre, comme tirée par un fil qu'elle n'arrive pas à expliquer, sinon juste pour satisfaire sa curiosité. C'est alors qu'une voix d'homme l'interpelle. « Entrez, entrez donc !» Une main venait d'effleurer soudain mon épaule. « Ne vous gênez pas, je vous en prie. » La voix se cognant contre le béton des murs se répercuta dans l'air froid. La main ne se décidait pas à me lâcher. Elle était placée juste à l'endroit de mon dos où j'avais des crises douloureuses. Dans la grande pièce du gardiennage de la cité, où elle est introduite par le jeune Ozuru, elle retrouve Midori, la femme qui la fascine tant. Et c'est là qu'apparaît la petite pièce hexagonale que ses gardiens, Ozuru et Midori, appellent la petite pièce à raconter. Étroit édifice posé dans un coin, un peu comme le serait une armoire. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? À vrai dire, il n'y a rien dans la petite pièce à raconter. Juste un banc permettant là à une personne de s'asseoir et une lampe. C'est tout. Yuzuru tira sa chaise près de moi. Cette colonne hexagonale est la petite pièce à raconter, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qu'on y fait dedans ? On y raconte, bien sûr, répondit-il, tout net, sans rien ajouter. Ce que l'on aime, ce qu'on déteste, ce que l'on cache au fond de son cœur ou ce que l'on n'arrive pas à cacher, ce qui nous embarrasse, nous réjouit, des histoires du passé ou de l'avenir, la vérité, ou n'importe quoi, tout est possible. On dit ce qu'on a envie de dire à ce moment-là. Bien sûr, la narratrice entrera dans la petite pièce à raconter. Dans le secret de cette cabine, elle parlera beaucoup, plusieurs fois, jusqu'à défaire sans même s'en rendre compte le nœud de ses tourments, entre autres, son mal de dos. Lorsque le quotidien se décale, juste parce qu'une minuscule impression nous détourne des faits ordinaires, une vie peut, sans à-coup, prendre un chemin différent, juste pour un moment, sans bouleversement, mais dont la trace change la couleur d'une existence.
Retrouvons-nous le 15 mars, 10 minutes chroniques, dans Viva Culture, sur Westrack Radio. À bientôt. Cette semaine, ce week-end, quelques articles nous ont paru réjouissants. Enfin réjouissants ou peut-être inquiétants. Par exemple, la chronique de Guillemette Faure dans Le Monde du Week-end s'intitule « On est obligé de regarder le film en entier ?» et elle s'intéresse à la difficulté des parents à traîner leurs ados au cinéma ou à trouver un film à regarder en famille. Et elle dit que, effectivement, pendant longtemps, on s'est demandé comment donner le goût de la lecture aux enfants, alors que maintenant, comment faire regarder des films en entier à vos ados? Pourquoi? Parce qu'en fait, le film est trop long. Par exemple, évidemment, Le Chant des forêts, ou Oppenheimer, ou bref, tous les films que vous voulez sont beaucoup plus longs que les vidéos courtes de TikTok, d'Instagram et de YouTube qui ont réduit la capacité d'attention des ados. Alors la question est, regarder un film, vraiment? Alors des conseils sont donnés, par exemple, une seule soirée ciné par semaine, sans second écran, et surtout, préparer du popcorn et des pizzas pour qu'ils aient les mains occupées et ne puissent pas être sur leur téléphone en même temps. Alors c'est Matt Damon qui remarque qu'en fait les films ont changé depuis ce problème parce qu'il dit avant on mettait les grosses explosions dans le 3e acte, maintenant on nous dit on pourrait en avoir une dans les 5 premières minutes et est-ce que vous pourriez réexpliquer l'intrigue 3 ou 4 fois pour les gens qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils regardent le film? En fait, si le spectateur décroche, le film, le cinéma doit s'adapter. Un autre article tout à fait surprenant est un article qui s'intitule « La religion vue comme un business » parce que cet article fait un résumé d'un ouvrage de Paul Seabright intitulé « La divine économie » et il explique que, bien sûr, la religion fait partie de la vie, quel que soit le continent, mais il se demande, les églises ne sont-elles pas des entreprises comme les autres, qui doivent se financer, survivre, concurrencer d'autres groupes, attirer le chaland? Et il analyse la religion avec les outils d'un économiste, l'offre, la demande, la concurrence, le rapport coût-bénéfice, les marques, le management, etc. Il se sert aussi évidemment du renfort de l'histoire, de la sociologie et de son expérience personnelle. Alors, il y a des questions qui sont très intéressantes. Par exemple, à quels besoins répondent les religions? Pourquoi sont-elles florissantes dans certaines régions et déclinantes dans d'autres? Pourquoi versent-elles souvent dans l'autoritarisme? Pour Paul Seabright, la religion est un business. D'ailleurs, c'est vrai, ça a été calculé. Dans une étude de 2016, les revenus des religions aux États-Unis ont atteint 378 milliards de dollars par an. Alors, quels sont les contours de cette activité? Elles sont pensées en fait comme des plateformes qui produisent des services matériels, rencontres, entraide, éducation ou spirituelle. En fait, on peut leur appliquer l'adage « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Alors elle repose sur un modèle économique original parce que la fidélité est un ingrédient clé. Plus la doctrine de la religion est complexe et plus il est difficile pour les fidèles par exemple de la quitter. Les fidèles contribuent d'ailleurs activement à la valeur de leur église parce qu'ils font sa promotion du prosélytisme, ils veulent convertir leurs concitoyens. L'objet central des religions est de tisser des liens solides entre les membres d'une communauté et en s'appuyant sur des techniques éprouvées, récits, rituels. En fait, le génie
et de conférer du sens à la vie. Un sens, bien sûr, qui découle en réalité du partage d'expériences des fidèles en eux-mêmes. Les cultes recourent souvent à des systèmes de franchise d'une robustesse inégalée. Par exemple, Paul Seabright se demande quelle grande entreprise peut se targuer d'avoir, à l'instar de l'Église catholique, franchi 2 millénaires sans changer d'objet social. Alors le pilotage bien sûr est important, il repose sur un soft power souple et une hiérarchie incroyablement plate pour une organisation de cette taille. Il faut remarquer quand même que les leaders exercent un pouvoir immense sur leurs ouailles. Un tel pouvoir d'ailleurs doit être canalisé. Faute de quoi, on a droit à des abus financiers, violents, sexuels. On peut réduire les risques en passant par la densification des réseaux, par exemple, la responsabilisation vis-à-vis de l'extérieur et la fin, bien sûr, de la culture du silence. La relation des religions avec le pouvoir politique est complexe. Il constate que les gouvernements cherchent à s'attirer l'appui des religions pour renforcer leur légitimité et convaincre plus facilement leurs citoyens au sujet de faire des sacrifices. En sens inverse, les religions ont parfois besoin de la protection du pouvoir politique, mais, en fait, elles ne doivent pas s'aligner trop étroitement parce que ça mine leur crédibilité à long terme. En fait, la conclusion de Paul Seabright est que le business de la religion dans le monde ne cesse de prospérer. Il n'a jamais été plus florissant. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez 2 rendez-vous. Le 7 mars, c'est un concert organisé par la Récré à l'espace Sarah Bernard. Le 7 mars à 20h, c'est un concert d'Alice Rêve. Consultez notre site pour avoir des détails. Et le 8 mars, c'est effectivement en poésie. C'est Caroline Stella qui nous propose un concert poétique avec le guitariste Nicolas Cloche. C'est à l'espace Niemeyer à 17h30 le 8 mars, intitulé « Plus belle ruine de France ». C'est dans le cadre du festival La Criée des Poètes. Je vous signale également que nous proposons des bons plans pour la cartoucherie de Vincennes, pour aller voir ensemble ou se retrouver là-bas, pour voir le 2e volet de la création d'Ariane Mouchkine, Ici sont les dragons, ce sera le 19 avril. Je vous invite bien sûr à adhérer, à réadhérer pour avoir nos informations, mais aussi profiter de quelques avantages. Au revoir, bonne semaine à vous, à dimanche prochain.